Bonjour tout le monde, donc on est le mercredi 18 juillet 2018. Donc en présence d'un groupe de stagiaires, nouveaux stagiaires QV 2018. Et donc le thème d'aujourd'hui, c'est les probabilités. Donc j'ai eu l'occasion de faire ce qu'on appelle un brouillon, on va dire, un brouillon. Et donc là on va essayer de structurer le cours, mais de simplement se limiter à l'essentiel. D'accord ? Alors bien entendu, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ici ou là. D'accord ? Alors donc probabilité, il y a d'abord une première étape, c'est d'abord le vocabulaire. Vocabulaire des probabilités. Donc je vais écrire vocabulaire. Donc là je vais titrer probabilité, d'accord ? Probabilité et un vocabulaire. Ok. Alors le premier terme clé, le premier mot clé, c'est une épreuve. Épreuve aléatoire. Donc le mot épreuve aléatoire. Épreuve aléatoire. Alors, une épreuve aléatoire est une épreuve dont l'issue n'est pas connue par avance. Quand vous avez une épreuve, vous ne savez pas quel va être le résultat. Exemple d'épreuve aléatoire. Le lancer d'un dé. Le lancer d'un dé. Pourquoi le lancer d'un dé est une épreuve aléatoire? Lorsque vous lancez un dé, vous ne savez pas si vous allez avoir comme résultat le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Ce qui rend, d'où le mot, l'appellation épreuve aléatoire. Donc c'est une épreuve dont on ne connaît pas l'issue par avance. Okay ? Donc premier mot-clé, épreuve aléatoire. Lorsque vous avez une épreuve aléatoire, à chaque épreuve aléatoire, vous avez un certain nombre de résultats possibles. Et l'ensemble des résultats possibles d'une épreuve aléatoire s'appelle l'univers. Donc l'univers, et je vais utiliser la lettre oméga. L'univers. Oméga, c'est quoi? C'est l'ensemble des résultats possibles. C'est l'ensemble des résultats possibles. Je prends le cas du dé par exemple, je lance le dé, n'est-ce pas? Oméga, ça peut être quoi? Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pourquoi? Parce que c'est un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Donc oméga, c'est l'ensemble des résultats possibles. Oméga, c'est l'univers. Est-ce que ça va? Là, vous m'arrêtez dès qu'il y a la moindre difficulté. Hein? Ok. Donc si ce que je dis n'est pas compréhensible, il le sera moins pour les personnes qui écoutent hors du cours. D'accord? Donc n'hésitez pas à participer et à intervenir si besoin. Ok? Donc je répète, une épreuve aléatoire est une épreuve dont on ne connaît pas l'issue par avance, et chaque fois que vous avez une épreuve aléatoire, vous avez un ensemble de résultats attachés à cette épreuve. Cet ensemble de résultats s'appelle un univers. Okay. Maintenant, qui dit lancer d'un dé, on peut s'intéresser à quelque chose de spécifique. Et là, on va définir la notion d'événement. Donc je vais dire, par exemple, l'événement grand A. L'événement grand A, qu'est-ce que c'est? L'événement grand A est une partie de oméga. Autrement dit, un événement, l'ensemble des valeurs de A doivent être prises là-dedans. Donc le référentiel, c'est toujours, bien sûr, l'univers que j'appelle oméga. Alors, exemple dans le cas du dé.
je vais définir l'événement A, comme étant obtenir un résultat pair. Obtenir un résultat pair. Obtenir un résultat pair. Ça veut dire que grand A serait égal à quoi? Serait composé de quel élément? 2, 4 et 6. Est-ce que ça va? Vous voyez bien que grand A, n'est-ce pas? Grand A est bien une partie de oméga. Ça veut dire concrètement que tous les éléments de A sont dans oméga. D'accord? Donc en fait, si je fais un petit diagramme qu'on appelle un diagramme de veine, donc je fais ici, là je représente oméga. D'accord? Là, je vais représenter l'événement A. Et donc ça, cet événement-là, s'appelle A. Et bien sûr, autour de A, nous avons 3, 1, 5. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est oméga. Ça va? Tout ça, c'est oméga. C'est bon? Ici, vous avez l'événement A. Tout ce qui n'est pas A est appelé le contraire de A. Tout ce qui n'est pas pair est comment? Impair. Donc à chaque événement, on peut associer l'événement contraire. Et l'événement contraire de A, on le notera A avec une barre. Et on le lira A barre. D'accord? Donc on va écrire l'événement. Est-ce que je... Ah oui, je suis trop bas. Je suis trop bas. Donc on va écrire ici l'événement contraire de A. L'événement contraire de A est noté non A ou tout simplement A barre. Donc A avec une barre au-dessus. Ça se lit A barre. Et bien entendu, comme l'événement A, on ne le voit peut-être pas, rappelez-vous l'événement A, c'est l'ensemble des résultats pairs, donc c'est 2, 4, 6. Et nécessairement, l'événement contraire de A, ça va être quoi? 1, 3 et 5. Est-ce que ça va? Donc A barre. Événement A barre. Événement A, événement contraire de A. C'est bon? Bien. Je vais définir un autre événement. Je vais définir un autre événement. Je vais définir l'événement B. Alors donc j'écris A. A c'est 2, 4, 6. Je vais définir l'événement B comme étant un multiple de 3. L'événement B, obtenir un multiple de 3. Quels sont les multiples de 3 lorsque vous lancez un dé? Ça peut être quoi? 3. Soit le 3. 1. Ah non, 1 n'est pas un multiple de 3. 1 est un diviseur de 3. Ah, 6. 6. Les multiples de 3, c'est 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, 3 fois 4, etc. Donc c'est 3 et 6. On s'arrête à 6 parce que oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que c'est bon? Donc ici, les multiples de 3, l'événement B, c'est celui-ci. Ça, c'est l'événement B. D'accord? L'événement B, c'est 3
3 et 6. Est-ce que ça va? Événement B. Forcément, l'événement B bar, ce sont tous les nombres qui ne sont pas multiples de quoi? De 3. Donc B bar, c'est quoi? C'est 1, 2, 4, 5. B bar, c'est tout ce qu'il y a autour de B. Tout ce qui n'est pas dans B. Donc c'est 1, 2, 4, 5. Ça va? Bien. Maintenant, il existe deux événements spécifiques. Il y a d'abord l'événement certain. Événement certain. Je vais expliquer ce que c'est. Et bien sûr, à l'opposé de l'événement certain, il y a l'événement impossible. Événement certain, événement impossible. Je vais maintenant faire une phrase pour vous dire comment on débouche sur l'événement certain. Vous allez comprendre ce que ça veut dire événement certain. Je vous dis, je lance un dé et je définis l'événement C, hein, je l'appelle C, ou je l'appelle l'événement, C. Et l'événement C, c'est obtenir, d'accord? Obtenir un résultat inférieur à 8. Inférieur à 8. Donc l'événement C sera composé de quel élément? Obtenir un résultat inférieur à 8. Donc C, ça serait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et C est tout simplement égal à quel événement? Eh bien à oméga. Donc l'événement certain, c'est oméga. Vous comprenez ou pas? Donc ici, C est égal à oméga. C'est pour ça que l'événement certain, c'est toujours l'univers. Parce que c'est un dé que l'on lance. Dans les 8, Obtenir inférieur à 8, à 10, à 18, peu importe. Ce qui est important, c'est que je réalise tout oméga. C'est pour ça que peu importe, si je dis obtenir un résultat inférieur à 7, j'aurai oméga quand même. Obtenir un résultat inférieur à 9, j'aurai oméga. Inférieur à 1000, j'aurai oméga. En fait, compte, on réalise l'événement certain dès qu'on réalise oméga. Autrement dit, l'événement certain s'appelle comment tout simplement? Oméga. L'événement certain, c'est l'univers. L'événement certain, c'est l'univers oméga. Est-ce que c'est bon? Chaque fois que vous réalisez oméga, vous réalisez l'événement certain. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est l'événement impossible. Donc, je vais l'appeler l'événement I. L'événement I. L'événement I. Donc, l'événement impossible. Obtenir un résultat. Obtenir un résultat supérieur. Obtenir un résultat supérieur à 7. Obtenir un résultat supérieur à 7. Qu'est-ce qui peut me dire l'événement I est composé de quel élément? De rien du tout. De rien du tout. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'ensemble comment? Vide. Et donc l'événement impossible se note ensemble vide. Lorsque il n'y a rien dans l'ensemble, lorsque dans l'événement, un événement ne contient aucun élément, on dit qu'il est comment? Impossible. Donc l'événement impossible, c'est l'ensemble vide. L'événement certain, c'est l'univers oméga. Est-ce que ça va? Maintenant, on va définir deux opérations sur l'univers oméga. Donc on va écrire opération. Donc, opération. On
va définir deux opérations. Opération union et opération intersection. Opération union, opération réunion et opération intersection. Donc là, ça vous rappelle le signe, le U, ça vous rappelle union. Alors, je vais reprendre les événements précédents. Je vais reprendre l'événement A. L'événement A, c'est obtenir un résultat pair. L'événement B, c'est obtenir un multiple de 3. Je vais définir l'événement C, obtenir les diviseurs de 3. Quels sont les nombres qui divisent 3? 1 et 3. Est-ce que c'est bon? Les diviseurs de 3. Les nombres qui divisent 3, c'est 1 et 3. D'accord? D'accord? 3 divisé par 1, ça fait 3. Et 3 divisé par 3, ça fait 1. D'accord? On ne peut pas diviser 3 par un nombre plus grand parce que ça nous fera un reste. C'est pas possible. D'accord? Donc ici, les diviseurs de 3 sont 1 et 3. Bien. Je vais définir la première opération. Si on vous demande de calculer A union B, ça veut dire quoi A union B? Ça veut dire obtenir, regardez bien, ça veut dire obtenir un résultat pair ou non pas ou impair, ou multiple de 3. Ou multiple de 3. Ça veut dire concrètement, le ou qui est là, c'est un ou qu'on appelle un ou inclusif. Ça veut dire, si le nombre est pair, je le prends. S'il est multiple de 3, je le prends. S'il est à la fois multiple de 3 et pair, je le prends aussi. Ça, c'est le ou inclusif. C'est comme je vous dis, cherche secrétaire parlant anglais ou allemand. Si elle parle anglais, on la prend. Si elle parle allemand, on la prend. Si elle parle anglais et allemand, on la prend aussi. C'est ça le ou inclusif. Ne pas confondre ce ou avec le ou du fromage ou dessert. Fromage ou dessert, c'est le fromage tout seul ou le dessert tout seul. C'est jamais les deux en même temps. C'est pas ce ou là. D'accord? Donc ici, quand je veux calculer A union B, A ou B, ça se lit A ou B, ou A union B. Il sera composé de quels éléments? Allez-y. 2, 2, 3, 4 et 6. Est-ce que ça va? Je prends tous les éléments pairs ou multiples de 3. A ou B. Si je dis A ou C, ça va être quoi? 2, 4, 6, 1. Alors, 1, 2, 3, 4 et 6. Est-ce que ça va? Multiple, pair ou diviseur de 3. Bien. Maintenant, on va définir l'autre opération qui est l'opération intersection. Donc, vous voyez ici la réunion, c'est tous les éléments qui sont là, vous voyez? 2, 4, 6 et 3. C'est la réunion des deux. Donc, quand vous avez un ensemble A et vous avez un ensemble B, la réunion de A et B, d'accord? C'est tout ça. C'est tous les éléments qui sont là-dedans. D'accord? C'est bien 2, 3, 4, 6. Ça va? Bien. Maintenant, je vais définir une opération qui est l'opération intersection. Donc ici, je vais écrire à la place de union, je vais écrire intersection. Et voilà ce qui va changer. Ici, ça veut dire quoi? Obtenir un résultat pair. Qu'est-ce que je dois mettre ici? À la place de ou? I. Combien? I. Et.
Et là, je mets à la place de ou, je mets et. Donc, union, c'est ou, intersection, c'est et. Obtenir un résultat pair et, c'est-à-dire en même temps, un multiple de 3. Est-ce que c'est bon? Donc, cette fois-ci, l'intersection de A, l'intersection, alors est-ce que j'ai la place que je vais écrire ici? L'intersection de A et B. Alors, c'est quoi l'intersection de A et B? Qu'est-ce qui est à la fois pair et multiple de 3? C'est tout simplement l'élément 6. Vous voyez? Ce qui est commun aux deux, c'est 6. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui est commun à A et à C? Qu'est-ce qui est pair et en même temps un diviseur de 3? Est-ce qu'il existe une partie commune à A et à C? Non. On dit que l'intersection, elle est comment? Vide. Et les événements A et C, c'est très important, ils portent un nom. On dit que l'événement A et C sont comment? Incompatibles. D'accord? Je l'écris ici. Les événements A et C, les événements A et C sont incompatibles. Deux événements sont incompatibles s'ils n'ont aucun élément en commun, si leur réalisation simultanée est impossible. D'accord? Si leur intersection est comment? Vide. Si leur intersection est égale à l'événement impossible. La conséquence de tout ça, c'est que si j'écris A ou, c'est-à-dire A union A bar, si je réunis un événement A et son contraire, qu'est-ce que j'obtiens toujours? L'univers. L'univers, oméga. Si je fais A ou A bar, si je réunis les résultats pairs et les résultats impairs, ça me donne l'univers oméga. Donc A union A bar est toujours égal à combien? À oméga. Ça, c'est faut le savoir. Et bien sûr, si je fais A inter A bar, ça me donne quoi? L'ensemble vide. Voilà, ça me donne l'événement comment? Impossible. Impossible. Les événements A et A bar sont dits comment? Incompatibles. A et A bar sont incompatibles. Est-ce que ça va? Alors, juste une autre appellation, d'accord? On avait évoqué lors de la précédente séance, lorsque vous avez un événement, vous avez un... Bon, quand je dis un événement, l'événement A, c'est aussi un ensemble. Il est composé des éléments 2, 4, 6. Oméga, c'est l'événement certain, c'est l'univers, c'est un ensemble. D'accord? Dans ces ensembles-là, il y a un certain nombre d'éléments. Par exemple, l'ensemble A a combien d'éléments? 3. L'ensemble B, l'événement B, 2. L'événement C, 2 éléments. L'événement A ou B, 4. L'événement A ou C, 5. Au lieu de dire le nombre d'éléments de A, de B, on va utiliser l'appellation cardinale de A. Et l'abréviation cardinale d'un événement, cardinale d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments de cet ensemble. Donc ici, à A, je peux associer tout simplement quoi? Cardinal de A. Et je vais écrire par exemple cardinal de A, donc card de A égale à combien? 3. Je vais écrire cardinal de C égale à combien? 2. Cardinal de oméga, dans le cas du D, c'est 6. Ok? Cardinal de A inter C, est-ce que vous êtes d'accord que c'est combien? 0. Le cardinal, c'est un nombre.
l'événement A inter C est un événement impossible, c'est l'ensemble vide, mais le cardinal de l'ensemble vide, c'est toujours combien? 0. Le cardinal de oméga, c'est toujours le nombre d'éléments au total. Donc ici, 6. Est-ce que c'est bon? Donc on a bien compris la notion de cardinal de oméga. Vous êtes d'accord que le cardinal de A plus le cardinal de A bar, ça sera toujours égal au cardinal de oméga. C'est bon? Ce que vous remarquez ici, regardez bien, le cardinal de A ou B. Le cardinal de A union B. Tout à l'heure, on a écrit que A union B est égal à combien? 2, 3, 4, voilà, 6. A union B égale 2, 3, 4 et 6. D'accord? Le cardinal de A union B, c'est combien? 4. C'est 4. Est-ce que ça va? Mais, de façon intuitive, si vous dites le cardinal de A union B, on ajoute les éléments. Donc, on serait tenté d'écrire cardinal de A union B égale au cardinal de A, d'accord? Plus le cardinal de B. Mais si je regarde bien, le cardinal de A, c'est combien? C'est 3. Oui. Le cardinal de B, c'est combien? C'est 2. 3 plus 2, ça fait combien? 5. Mais ça ne fait pas 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsque je dis cardinal de A, je compte les 3 éléments. Et quand je dis cardinal de B, je compte les 2 éléments. Vous voyez que le 6 a été compté combien de fois? 2 fois. C'est pour ça qu'en général, le cardinal de A union B, il faut retenir ça. Le cardinal de A union B, c'est toujours vrai. C'est toujours égal au cardinal de A, plus quoi? Le cardinal de B, moins le cardinal de quoi? De l'intersection. A inter B. Est-ce que ça va? Et vous pouvez vérifier. 3 plus 2, 5, moins 1. Pourquoi au cardinal de A inter B? Il est simplement composé de quoi? De l'élément 6. Vous voyez bien que A inter B est tout simplement le cardinal est bien égal à 1. Est-ce que ça va? Donc cette formule-là est toujours vraie. Cardinal de A union B est toujours égal à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Maintenant, pour être complet, et après on va maintenant définir ce qu'est une probabilité. Pour être complet, vous êtes d'accord avec moi que si je calcule A union C, ça fait bien 1, 2, 3, 4, 6. Vous êtes d'accord? A union C. Si je calcule A inter C, ça fait combien? Ça fait l'événement impossible. Il n'y a aucun élément commun à A et C. Et maintenant, si j'applique ma formule au-dessous, et si j'écris cardinal de A union C, c'est égal à quoi? À cardinal de A plus cardinal de C, et après, moins inter C. Est-ce que ça va? La formule, c'est A union B, c'est A, B, moins A inter B. D'accord? Donc, A union C, c'est A, C, A inter C. Et mais cardinal de A, c'est combien? 3. Cardinal de C, c'est combien? 2. 3 plus 2, 5. Mais cardinal de A inter C, c'est combien? Ben 0. Et c'est vrai, ça fait bien 5. Vous avez compris? Le cardinal de A union C, c'est bien égal à 5. Et c'est bien égal au cardinal de A plus
le cardinal de quoi? De C. Et je ne mets pas l'autre parce que ça fait combien? 0. Ok? Et maintenant, je vais tout résumer. Vous me dites si je peux effacer. En fait, de façon générale, on peut dire ceci. Si A et B sont incompatibles, d'accord? S'il n'y a aucun élément commun à A et B, alors, le cardinal de A union B est égal à quoi? À cardinal de A plus le cardinal de B. Est-ce que c'est bon? Si vous avez oméga qui est comme ça, et si là vous avez 2, 4, 6, et si là vous avez pour B vous avez 1 et 5, tout le monde a compris que le cardinal de A union B, c'est 5. Pourquoi? C'est cardinal de A plus cardinal de B, mais il n'y a pas d'intersection. Donc si les événements sont incompatibles, c'est tout simplement cardinal de A plus cardinal de B. Est-ce que c'est bon? Si A et B, s'il n'y a pas de partie commune. Maintenant, si A et B sont quelconques, dans tous les autres cas, quel que soit A et B, d'accord? Quel que soit A et B, le cardinal de A union B est égal à quoi? Au cardinal de A plus cardinal de B moins le cardinal de quoi? A inter B. Et si A et B sont incompatibles, ça disparaît. Et ça vous donne la formule au-dessus. Voyez? Si A et B sont incompatibles, ça ferait combien? 0. Et ça vous donne la formule au-dessus. Voyez? Vous avez écrit B deux fois. Oui, pardon. Merci. Donc ici, cardinal de A. Okay. Donc cette formule-là, elle englobe les deux. Parce que si A et B sont incompatibles, ça fera 0. C'est bon? Bien, je vais prendre maintenant une situation qui dit ceci. Admettons qu'on ait une classe donc de 23. On a une classe de 30 élèves, d'accord? On a une classe donc de 30 élèves. On a une classe de 30 élèves. D'accord? On va dire 20 élèves étudient l'anglais. 7 élèves étudient l'espagnol. 7 élèves étudient l'espagnol et 3 élèves étudient les deux langues. Et 3 élèves étudient les deux langues. Donc je répète, nous avons une classe de 30 élèves. Dans cette classe, nous avons 20 élèves qui étudient l'anglais. Nous avons 7 élèves qui étudient l'espagnol et 3 élèves qui étudient les deux langues. Question. Combien d'élèves n'étudient aucune langue? Question. Combien d'élèves n'étudient aucune langue? Je vous laisse 3 minutes. Alors ce genre d'exercice qui a priori peut poser certaines difficultés de lecture peut être résolu très simplement grâce à un diagramme de Venn. Alors voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre votre univers, donc la classe. Donc ça c'est la classe. Et la classe c'est mes 30 élèves. Vous êtes d'accord? Ça c'est l'univers oméga. Dans cette classe,
il y a des anglophones, A, ceux qui étudient l'anglais, et il y a ceux qui étudient l'espagnol. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Je reprends les éléments qui sont là. On vous dit la seule valeur que je peux poser directement, d'après vous, quelle valeur je peux renseigner dans ce champ? Quel nombre je peux mettre? Lequel? Le 3. Pourquoi le 3? Parce qu'il est tout. Très bien. Donc vous commencez par les élèves qui étudient les deux langues. Donc là, comme votre camarade dit, je commence par mettre ici le 3. Vous me suivez ou pas? Maintenant, je vais déduire le reste. Combien étudie l'anglais? 20. Donc, tout ça, ça fait 20. Donc, comme là, il y a 3. Donc là, il y en a 17 qui n'étudient que l'anglais tout seul. Vous comprenez ou pas? Là, il y en a 3 qui étudient l'espagnol. Mais au total, il y a combien d'hispanisants? 7. Donc, il en reste combien qui étudient que l'espagnol? 4. Et donc, tout ce qui reste, c'est ce qui étudie aucune langue. Donc, je compte 17 et 3, ça fait 20. 20 et 4, ça fait 24. Pour faire 30, il y a 6 qui n'étudient ni l'espagnol, ni l'anglais. Il y a 6. Ceux qui sont là ne sont ni là, ni là. Donc, ils n'étudient aucune langue. Est-ce que c'est bon? On a même vu ça la fois dernière. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai présenté le tableau comme ça. J'aurais pu le présenter différemment. J'aurais pu utiliser un tableau comme ceci. Regardez bien, je le fais ici. Donc là, j'ai ici les Anglais, d'accord? Et là, j'ai espagnol. Donc là, j'ai anglais, et le A bar, ça veut dire qui n'étudie pas l'anglais, oui ou non? Et là, espagnol, et qui n'étudie pas l'espagnol. Est-ce que c'est bon? Donc là, je sais que j'ai combien? J'ai 3 qui étudient les deux langues. Je sais, bien sûr, je vais prolonger mon tableau, parce qu'ici, il faut faire les totaux, n'est-ce pas? Je vais prolonger mon tableau, et je vais faire les totaux, voilà. Donc là, j'ai le total. Et là, j'ai le total. Je sais que les anglophones sont au nombre de combien? De 20, oui ou non? Les hispanisants sont au nombre de combien? De 7. Est-ce que vous avez compris que je peux compléter mon tableau? Donc là, ça me donne quoi? 17. Là, ça me donne combien? 4. Là, si j'ai 30 élèves, j'en ai forcément combien? 10 qui n'étudient pas l'anglais. Si j'ai 7 élèves qui étudient l'espagnol, ça veut dire que j'en ai combien? 23 qui n'étudient pas l'espagnol. 7 plus 23, ça fait 30. Et forcément, il me reste combien ici qui n'étudient ni l'anglais ni l'espagnol? Il m'en reste combien? 6. Est-ce que vous avez compris? Ça va? Oui. Et c'est de la méthode. Oui, j'ai omis de dire que si, bien sûr, vous avez trouvé comme réponse 0, comme certains de vos camarades ici présents, en fait, parce que vous avez fait l'erreur suivante, vous avez tout simplement dit, bah, je fais le total, j'ai fait 20, plus 7, ça fait 27, 27 plus 3, ça fait 30, donc toute la classe étudie au moins une langue, et donc il y a 0 élève qui n'étudie aucune langue, ce qui est faux. Justement, il se trouve que les 3 élèves qui étudient les 2 langues sont comptés 2 fois lorsque vous faites ça, plus ça, plus ça. Vous comprenez? Ce qui veut dire que lorsque vous... C'est pour ça qu'il faut commencer par les élèves qui étudient les 2 langues. Donc il en reste 17 pour l'anglais seul, 4 pour l'espagnol seul. Donc le total des élèves qui étudient au moins une langue, c'est 24. Et donc il en existe 6 qui n'étudient aucune langue. Maintenant, avant de poursuivre, j'aimerais maintenant
que vous intégrez les choses suivantes. Donc là, je vais me baser sur ce tableau. Je vais l'écrire ici. Je vais refaire le tableau ici. Pour vous habituer aux écritures. Donc là, j'ai anglais et là, j'ai abar. Ça veut dire qu'il n'étudie pas l'anglais. Là, j'ai espagnol et là, j'ai ebar. Ça veut dire qu'il n'étudie pas l'espagnol. Donc là, vous avez compris, on a expliqué, ça c'est A, inter-E, ça veut dire l'élève étudie les deux langues, anglais et espagnol, oui ou non? Anglais et espagnol. Ici, qu'est-ce qui peut me traduire par une phrase? A, inter-E bar. Ça désigne quoi? Les élèves qui étudient l'anglais. Excellent, pas l'anglais, les élèves qui étudient uniquement l'anglais. Hein? Les élèves qui étudient l'anglais, c'est ceux-là ici, d'accord? Mais uniquement l'anglais, c'est l'anglais et pas l'espagnol. Est-ce que c'est bon? Donc A, inter, E bar, c'est anglais seul, oui ou non? Et ici, comment ça s'appelle cela? C'est A bar, inter, E. Et il représente quoi, A bar, inter, E? Les élèves qui font uniquement espagnol. Très bien, ce sont les élèves qui étudient uniquement l'espagnol ou l'espagnol seul. Est-ce que c'est bon? Et cela, c'est quoi? C'est les élèves qui étudient uniquement le russe. Uniquement le russe. Ces élèves qui étudient aucune langue, ni anglais, ni espagnol. Est-ce que ça va? Oui. C'est bon? Alors, un dernier point, si je vous dis combien d'élèves étudient au moins une langue? Combien d'élèves étudient au moins une langue? C'est du coup, c'est 4. Au moins une langue. Pour vous, ça ne fait pas 24? Au moins une langue, ça veut dire quoi? L'anglais tout seul, l'espagnol tout seul ou les deux? Donc au moins une langue, c'est bien ça, plus ça, plus ça. Donc c'est exactement ça. Au moins une langue, ça se traduit par, je l'écris au tableau, au moins une langue, ça se traduit par cardinal de A ou E, oui ou non? Anglais ou espagnol. Et c'est quoi cardinal de A ou E? C'est cardinal de A plus cardinal de E, n'est-ce pas? Moins cardinal de quoi? A inter E. Ceux qui étudient l'anglais, il y en a combien qui étudient l'anglais dans le texte? On a dit combien? 20, n'est-ce pas? Ceux qui étudient l'espagnol, on a dit combien? 7. Et combien étudient les deux langues? 3. Et vous avez compris, 20 plus 7, 27. 27 moins 3, ça me fait bien 24. Vous comprenez? Au moins une langue, c'est anglais ou espagnol. Oui. Donc c'est les élèves qui étudient l'anglais, plus les élèves qui étudient l'espagnol, moins les élèves qui étudient quoi? Les deux langues. Parce que la valeur 3, on l'a comptée 2 fois, on l'a comptée dans A et dans E. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? Alors, on va maintenant définir ce qu'est une probabilité. D'abord, une probabilité, c'est un nombre. Alors, la probabilité d'un événement A, la probabilité d'un événement grand A, notée P de grand A, est un nombre compris entre 0 et 1. C'est-à-dire que P de A est plus grand ou égal à 0 et plus petit ou égal à 1. Donc la première chose à savoir, c'est qu'une probabilité, c'est un nombre.
un nombre qui sera jamais négatif. Et c'est un nombre qui ne dépassera jamais 1. Alors, est tel que deux points. Premièrement, la probabilité de l'événement certain, la probabilité de oméga, c'est toujours égal à combien? À 1. P de oméga, c'est 1. Ce qui est logique, la probabilité de l'événement certain, on a 100% de chance de réaliser oméga. D'accord? Quand vous lancez un dé, je vous dis, quelle est la probabilité d'obtenir un résultat inférieur à 8? Ben, vous dites 1. Parce que vous réalisez oméga. Un résultat inférieur à 8, c'est probabilité d'obtenir le 1 ou le 2 ou le 3. On est sûr d'avoir le 1 ou le 2 ou le 3 ou le 4 ou le 5 ou le 6. Donc P de oméga, c'est 1. Deuxième axiome, on appelle ça. Si A et B sont incompatibles, ça veut dire que si les événements A et B, l'intersection est vide. Si les événements A et B sont incompatibles, alors, et voilà ce qu'on retiendra. Alors, la probabilité d'avoir A ou B, c'est tout simplement la probabilité de A plus la probabilité de B. La probabilité de A ou B, c'est P de A plus P de B. Je vais écrire ici conséquence. Alors, conséquence. Conséquence de cette définition axiomatique. On a vu, on sait que A union A bar est égal à combien? Oméga. À oméga. Quand vous réunissez un événement et son contraire, vous obtenez l'événement certain. Est-ce que vous êtes d'accord que A et A bar sont incompatibles? A et A bar, il n'y a pas d'élément commun. Par conséquent, je peux appliquer cette formule-là. Donc à quoi est égal P de A? Nous avons bien P de A union A bar est égal à quoi? À P de oméga. Puisque A union A bar égale oméga, la probabilité de A union A bar, c'est égal à la probabilité de oméga. Est-ce que c'est bon? Et là, qu'est-ce que je vais écrire? La probabilité de A union A bar, c'est la probabilité de A plus la probabilité de A bar, qui est égale à combien? À 1. Donc la probabilité d'avoir un résultat pair plus la probabilité d'avoir un résultat impair, c'est toujours 1. Et donc, la probabilité de A bar, c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité de A. Et je vais vous donner un exemple d'application. Donc la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Ou bien la probabilité de A, c'est 1 moins la probabilité de A bar. Ok? Alors, un exemple, si je vous dis, j'ai une urne. J'ai une urne qui contient des boules rouges, n'est-ce pas? Qui contient des boules rouges et des boules blanches. Je vous dis, je prélève une boule au hasard. Je prélève une boule. Et si je vous dis que la probabilité que la boule soit rouge est de 0,7, qu'est-ce que vous allez déduire? La probabilité que la boule soit comment? Blanche, c'est tout simplement 1 moins la probabilité qu'elle soit rouge. Parce que rouge et blanc sont des événements contraires. Si la boule n'est pas rouge, elle est blanche. Par conséquent, la probabilité que la boule soit blanche, c'est 1 moins 0,7. Ça fait donc combien? 0,3. Est-ce que c'est clair? Voilà l'intérêt d'un événement et de son contraire. Donc si la probabilité que la boule soit rouge, soit rouge, est de 0,7, la probabilité qu'elle soit blanche, elle est de 0,3. Est-ce que c'est clair? Si je vous dis
je lance une pièce de monnaie qui n'est pas équilibrée. Je lance une pièce de monnaie qui n'est pas équilibrée. Et si je vous dis la probabilité d'avoir face est égale à 0,4, qu'est-ce que vous déduisez? La probabilité d'avoir pile, c'est 1 moins 0,4, c'est-à-dire combien? 0,6. Parce que pile et face sont des événements contraires. D'accord? Alors, on va maintenant essayer de donner la formule, d'expliquer comment on fait pour calculer une probabilité. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur l'exemple du dé. Et après, on va généraliser le résultat. D'accord? Admettons que je lance un dé. Je lance un dé et je veux trouver la probabilité d'obtenir, par exemple, un résultat pair. Je répète, je lance un dé et je veux calculer la probabilité d'obtenir un résultat pair. Vous savez, bien sûr, sans avoir fait de probabilité, que si vous raisonnez intuitivement, vous dites si le dé est équilibré, j'aurai autant de chances, puisqu'il y a autant de résultats pairs que de résultats impairs. Donc forcément la réponse, c'est la probabilité d'avoir un résultat pair, c'est 0,5. Puisque c'est 50-50. D'accord? Maintenant, ça, si le dé est équilibré, on va expliquer pourquoi, si le dé est équilibré, pourquoi la probabilité d'avoir un résultat pair est égale à combien? À 0,5. On va expliquer ça. Regarde. Je lance un dé. L'univers oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Donc oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes d'accord que 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est l'univers oméga. Oui? Oui. Vous êtes d'accord que si je fais 1, union 2, union 3, je ne mets pas tous, et union 6, vous êtes d'accord que ça fait oméga? Hein? Je prends chaque élément, on appelle ça des événements élémentaires. Je réunis le premier, union le second, union le troisième, union le sixième, j'obtiens oméga entier. Vous êtes d'accord avec moi que la probabilité d'avoir tout ça est égale à la probabilité de oméga. C'est-à-dire la probabilité d'avoir quoi? Le 1, union, le 2, union, je ne les mets pas tous, le 6, ça me fait P de oméga. Tout à l'heure, on a dit que P de oméga est toujours égal à combien? À 1. P de oméga, c'est la probabilité de l'événement certain, c'est 1. Donc là, c'est 1. Est-ce que vous êtes d'accord que 1 et 2 sont des événements incompatibles? Il n'y a pas d'élément commun entre ces deux. Donc tous les événements élémentaires sont tous incompatibles 2 à 2. Vous êtes d'accord? Donc qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que la probabilité du 1 plus la probabilité du 2, vous me suivez ou pas? Oui. Plus, je ne mets pas tous, hein, plus, point, 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 la probabilité d'avoir quoi? Le 6 égale à 1. Donc, si je dis que ça, je lance un dé. La seule chose que je peux écrire, c'est que P de 1 plus P de 2 plus P de 4 plus P de 5 plus P de 6, c'est 1. Maintenant, si je dis le dé, je suppose que si le dé est équilibré, si le dé est équilibré, c'est-à-dire, on se place en situation d'équiprobabilité. On se place en situation d'équiprobabilité. C'est-à-dire, j'ai autant de chances d'avoir le 1 que d'avoir le 2 que d'avoir le 6. On dit que le dé est équilibré. Donc, on a donc
On a donc la probabilité d'avoir le 1 est égale à la probabilité d'avoir le 2. Vous me suivez ou pas? Est égale, point, 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 à la probabilité d'avoir quoi? Le 6. Et tout ceci, c'est le même nombre que j'appelle comment? Petit p. P de 1 égale P de 2 égale P de 3 égale P de 4 égale P de 5 égale P de 6 égale petit p. Donc je vais remplacer toutes ces valeurs-là par petit p. Ça me fait donc quoi? Petit p pour P1 plus petit p pour P2 plus petit p pour P3 plus petit p pour P4 plus petit p pour P5 plus petit p pour P6 égale à combien? 1. J'ai combien de fois P? 6 fois P. J'ai donc 6 fois P égale 1. Ce qui implique quoi? Que P est égal à combien? 1 sixième. Donc la probabilité d'avoir le 1 est égale à la probabilité d'avoir le 2 est égale à 1 sur 6. Est-ce que ça va? Je lance un dé. Quelle est la probabilité d'avoir le 1? 1 sur 6. Le dé équilibré, hein? Quelle est la probabilité d'avoir le 6? 1 sur 6. Ma question tout à l'heure, c'était probabilité d'obtenir un résultat comment? Pair. Vous me suivez ou pas? Probabilité d'obtenir un résultat pair. Est-ce que je peux effacer le... Ok. Donc parfait, maintenant on va donc répondre à la question, quelle est la probabilité lorsqu'on lance un dé équilibré d'obtenir un résultat pair? Donc voilà ce que je vais faire. Je vais effacer ici. Alors, je vais écrire bien sûr l'événement A. L'événement A, c'est obtenir un résultat pair. Donc c'est tout simplement quoi? L'événement A, c'est 1, c'est 2, 4, 6. Est-ce que c'est bon? Donc tout le monde a compris que la probabilité de A, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir le 2 plus la probabilité d'avoir le 4, n'est-ce pas? Plus la probabilité d'avoir le 6. Or, précédemment, j'ai calculé quoi? La probabilité d'avoir le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, c'est toujours combien? 1 sixième. Donc par conséquent, la probabilité de A, c'est 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième. Ça va? 1 sixième pour avoir le 2, probabilité de 1 sixième pour avoir le 4, plus probabilité de 1 sixième pour avoir le 6. J'additionne 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, ça me donne bien la probabilité de A est égale à 3 sixièmes. Est-ce que ça va? Puisqu'il y a le même dénominateur. Et 1 plus 1 plus 1, ça fait 3 sur 6. Et là maintenant, regardez bien. Que représente le 3? Que représente le 6? Est-ce que vous êtes d'accord que le 6 représente le cardinal de oméga? Le nombre d'éléments de oméga. Et le 3 représente quoi? Le cardinal de quoi? De A. 3. Par conséquent, et maintenant je vous donne la formule, la probabilité d'un événement A, c'est quoi? C'est le cardinal de A, c'est le nombre d'éléments contenus dans A, d'accord? Divisé par quoi? Par le cardinal de oméga, le nombre de résultats comment? Possibles. Donc on va écrire une formule plus littérale, et on va dire ici la probabilité d'un événement A, c'est le nombre de cas favorables, d'accord? Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Est-ce que ça va? Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Je répète, la probabilité de l'événement A, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Alors, si on reprend
l'exemple de tout à l'heure, l'exemple de la classe de 30 élèves, rappelez-vous. Donc on avait dit qu'il y a une classe de 30 élèves. Je vais mettre un peu plus loin. Donc ici, nous avons les élèves qui étudient l'anglais, ceux qui n'étudient pas l'anglais. Dans la classe, nous avons des élèves qui étudient l'espagnol et ceux qui n'étudient pas l'espagnol. Je crois qu'on avait dit il y a au total 20 élèves. Ici, il y en a 3. Il y en avait 17. Et là, espagnol, je ne me rappelle pas combien. 4. 7. C'est ça? 7, 4. 4. Ici, on a dit 10, 30. Là, 23. Et là, 6. C'est bon? Oui. Voilà. Donc là, nous avons les totaux. Voilà. Donc nous avons la répartition suivante. D'accord? Et on va répondre aux questions suivantes. On désigne une personne au hasard. On désigne une personne au hasard. Quelle est la probabilité pour que cette personne étudie l'anglais? Donc j'écris probabilité pour que cette personne étudie l'anglais, ça s'écrit probabilité de A. Est-ce qu'on est d'accord? Quelle est la probabilité de A? C'est le nombre d'élèves étudiant l'anglais, sont combien? 20 sur le nombre d'élèves au total. Ça veut dire une probabilité de 2 sur 3. La probabilité que l'élève étudie l'anglais est 2 tiers. Ça va? Et forcément, si la probabilité que l'élève étudie l'anglais est 2 tiers, la probabilité qu'il n'étudie pas l'anglais, c'est forcément combien? 1 tiers. Pourquoi 1 tiers? 1 moins 2 tiers. Ou alors 10 sur 30. C'est bon ou pas? Vous comprenez ce que je dis? 2 tiers. 1 moins 2 tiers, ça fait 3 tiers. Moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. C'est l'événement contraire, oui ou non? Quelle est la probabilité que l'élève étudie l'espagnol? Je désigne un élève, quelle est la probabilité que cet élève étudie l'espagnol? Combien? 7 sur 30. Et cette fraction est irréductible. Il y a 7 élèves qui étudient l'espagnol, nombre de cas favorables 7, nombre de cas possibles 30, oui ou non? Et forcément, l'événement contraire, P de E bar, la probabilité que l'élève n'étudie pas l'espagnol, je fais 1 moins 7 sur 30, ou bien je fais 23 sur 30. D'accord? 23 sur 30. Et tout le monde a compris que 7 sur 30 plus 23 sur 30, ça fait 1. 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 1. Parce que j'ai fait P de A plus P de A bar. Ça va? Comment je traduis la probabilité que l'élève étudie les 2 langues? Les 2 langues. Inter, anglais et espagnol. Est-ce que ça va? Probabilité que l'élève étudie l'anglais et l'espagnol. D'accord? Ça me fait donc combien? 3 sur 30. Et en simplifiant par 3, ça fait 1 sur 10. D'accord? C'est-à-dire, c'est le PA plus... Ah non, non. Ça, c'est les 2 en même temps. C'est anglais et espagnol. Ils sont là. Il y en a 3. Et sur 30. Sur le total, sur le cardinal. Oui, c'est le nombre de cas favorables. Cardinal de A inter E, 3. Sur le cardinal de oméga, 30. D'accord? Maintenant, et c'est là où je veux en venir, probabilité que l'élève étudie au moins une langue. Au moins une langue. Si vous permettez...
Je vais donc écrire ici au moins une langue. D'abord, comment je traduis probabilité d'abord que l'élève étudie au moins une langue? Je l'écris comment? C'est P de quoi? P de A, union, pas plus, union, E. C'est-à-dire probabilité que l'élève étudie l'anglais ou l'espagnol. Vous avez compris? Probabilité que l'élève étudie l'anglais ou l'espagnol. Si je regarde bien, si je fais probabilité de A plus probabilité de E, vous me suivez? Ça veut dire je fais 20 sur 30 plus 7 sur 30, ça fait 27 sur 30. Mais si je fais ça, je commets une erreur, laquelle? Parce que le 3 qui est là, je vais le compter 2 fois. Donc la probabilité de A ou E, probabilité que l'élève étudie au moins une langue, c'est la probabilité qu'il étudie l'anglais, plus la probabilité qu'il étudie l'espagnol, moins la probabilité qu'il étudie quoi? Les deux langues. Est-ce que c'est bon? C'est exactement comme tout à l'heure. Rappelez-vous, le cardinal de A union B. C'est quoi le cardinal de A union B? C'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de quoi? De A inter B. Parce que l'intersection, on peut la compter 2 fois. Et vous avez compris, si je divise chacune de ces valeurs-là par cardinal de oméga, cardinal de oméga, cardinal de oméga, j'obtiens un résultat très important qui dit la probabilité de A union B, ça c'est la probabilité de A union B, est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de quoi? De A inter B. Donc dans notre exemple, P de A c'est 20 sur 30. P de E c'est 7 sur 30. Moins P de A inter E c'est 3 sur 30. Résultat, ça fait 27 moins 3, ça fait 24 sur 30. Et en simplifiant par 3, ça me fait 8, pas par 3, par 6. En simplifiant par 6, ça me fait 4 sur 5. Et en fait, vous retrouvez cette valeur-là, au moins une langue, c'est 3 plus 17, ça fait 20, plus 4, ça fait bien 24 sur 30. Vous avez compris? Ok? Donc je retiendrai la chose suivante, je l'écris tout en haut, je retiendrai la chose suivante, la probabilité de A union B, la probabilité de A union B est toujours égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. C'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors, juste une remarque, pourquoi cette formule-là est toujours vraie? Parce que si l'événement A et B sont incompatibles, si l'intersection est vide, ben ça disparaît. Il vous restera P de A plus quoi? P de B. Vous avez compris? Donc si vous avez par exemple, je vais vous donner, je peux effacer? Je vais vous donner un petit exemple. Admettons que j'ai une cible, d'accord? On tire sur une cible, d'accord? Et la cible, elle est comme ça. Regardez bien. La cible, elle est comme ça. Alors. Donc là, par exemple,
Ça, c'est l'événement A. Ça, c'est l'événement A. Donc, c'est la partie rouge. Et là, je vais prendre une autre couleur. Et ça, je vais dire, par exemple, c'est l'événement B. D'accord? Voilà. Donc, événement A, événement B. Donc, la personne qui va tirer sur la cible, le projectile va forcément atterrir ici. Il ne va jamais atterrir à l'extérieur. Il sera forcément dans ce carré-là. D'accord? Donc, tout le monde a compris que la probabilité dans ce cas-là, elle est proportionnelle à l'aire de chaque carré. Autrement dit, j'ai autant de chances que le projectile atterrisse là ou qu'il atterrisse là. C'est la même probabilité. Vous me suivez ou pas? Parce que c'est le même carré. Donc, si j'appelle ici la probabilité de A, ce qui est en rouge, je vais donc calculer quoi? La probabilité de A, cette probabilité est logiquement proportionnelle à l'aire. La probabilité de A est égale à combien? Il y a combien de carrés au total? 16. L'événement A, c'est le projectile atterrit dans la partie rouge. Donc le nombre de cas favorables, 2. Nombre de cas possibles, 16. Est-ce que ça va? Donc la probabilité que le projectile atterrisse là, c'est 2 sur 16. D'accord? Maintenant, si je dis probabilité de B, quelle est la probabilité que le projectile atterrisse dans la partie bleue? Vous répondez combien? 3 sur 16. Maintenant, si je dis quelle est la probabilité que le projectile atterrisse au moins dans la partie coloriée? Ça s'écrit comment, au moins la partie coloriée? C'est la probabilité qu'il atterrisse dans la partie bleue ou rouge ou la partie bleue. D'accord? Et vous avez compris qu'il n'y a les deux événements sont incompatibles. Donc tout le monde a compris que cette probabilité-là, c'est bien égal à P de A plus P de B. Oui ou non? Oui. Et ça fait bien 5 sur 16. Est-ce que ça va? Maintenant, admettons que je définisse un autre événement. Donc là, j'ai l'événement rouge, l'événement bleu. Admettons que j'introduise un événement noir. Et que l'événement noir soit comme ça. Et que l'événement noir soit comme ça. Et cet événement, je l'appelle C. D'accord? L'événement C. La probabilité de A, ça ne change pas. La probabilité de A ne change pas. La probabilité de C, c'est combien? La partie noire. 4 sur 16. Oui ou non? Probabilité de C, c'est 4 sur 16. Maintenant, je dis, quelle est la probabilité que le projectile atteigne la partie rouge ou noire? J'écris ça comment? P de A union C. Est-ce que ça va? Est-ce que réellement je fais comme au-dessus 2 16e plus 4 16e? Là, vous avez compris que ça ne marche plus. Ça ne fait pas 6 16e. Il y a combien de carreaux au total ici? Combien vous comptez de carreaux au total? 5. Parce que celui-ci, vous l'avez compté combien de fois? 2 fois. Donc, il faut faire moins la probabilité qu'elle atteigne les deux. Oui ou non? Donc, moins combien? 1 16e. C'est-à-dire P de A inter... voilà. Vous comprenez ou pas? Donc, ici, c'est bien égal à P de A plus P de C moins P de A inter C. Oui ou non? Et P de A inter C, c'est 1 sur 16. Donc ça fait 2 et 4, 6. 6 moins 1, 5. Probabilité 5, 16e. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Alors, admettons qu'on ait une roue comme ça, une roue de loterie, d'accord? Et que l'on fasse tourner, puis qu'elle s'arrête, la flèche s'arrête quelque part, soit ici, soit ici, soit ici, d'accord? Et nous avons, vous avez compris, des secteurs angulaires à peu près tous égaux, d'accord? Ils ont tous la même aire, d'accord? Donc je fais tourner la roue, et la question est celle-ci, quelle est la probabilité d'obtenir le 1? J'ai appelé ça P1. 1 sur 6. Non. Combien? 2 sur 6. Ah, 2 sur 6, pardon. Pourquoi 2 sur 6? Parce qu'au total, il y a 6 positions possibles. D'accord? La flèche, elle peut atterrir dans ce secteur, celui-ci, 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 celui-ci. Comme ils ont tous la même aire, donc c'est 1 sur 6, probabilité de 1 sur 6 d'atterrir dans l'un de ces secteurs. Mais je vais avoir le 1. Il y a 2 1.
Par conséquent, la probabilité d'avoir le 1, c'est 2 sur 6. Est-ce que ça va? Probabilité d'avoir le 2, 3 sur 6. 3 sur 6. Et forcément, la probabilité d'avoir le 3, 1 sur 1 sur 6. Et en toute logique, c'est 2 sur 6 plus 3 sur 6 plus 1 sur 6, ça fait bien 6 sur 6. Ça va? Alors, une autre situation, je vous dis par exemple, on lance, je vais faire simple, on lance 2 dés numérotés de 1 à 4, donc des dés à 4 faces. Et on les lance tous les deux, et on fait la somme obtenue, on fait la somme des résultats affichés. Donc, on va d'abord déterminer le nombre de résultats possibles. Donc, puisque je lance 2 dés, le premier dé, il peut être le 1, le 2, le 3 ou le 4. Le deuxième, il peut être le 1, le 2, le 3 ou le 4. D'accord? Donc, si je fais un inventaire des résultats, j'obtiens ce qu'on appelle un tableau à double entrée. C'est d'accord? Donc, je peux obtenir, là, j'ai le premier dé, et là, j'ai le deuxième dé. Donc là, je peux obtenir le 1, le 2, le 3 ou le 4. Vous me suivez? Ça, c'est pour le premier dé. Pour le deuxième dé, je peux obtenir le 1, le 2, le 3 ou le 4. Donc, je représente ainsi. D'accord? Voilà. Et l'épreuve consiste à lancer les 2 dés, n'est-ce pas? Et à faire la somme des résultats obtenus. Donc, quelle est la première somme ici? Ça fait quelle somme? 2. 1 plus 1. D'accord? Donc là, je peux obtenir 2. Après, 3, 4, 5. Après, 3, 4, 5 et 6. après, 4, 4, 5, 6, 7, après. 5, 5, 6, 7, 8. Est-ce que c'est bon? Là, je fais la somme. Et je me demande, première question, probabilité, d'accord? Probabilité d'obtenir un multiple de 3. Vous me suivez ou pas? Probabilité de quoi? J'ai pas. Ce que vous avez mis dans le tableau à l'intérieur. J'ai dit, on lance 2 dés, Oui. et l'épreuve consiste à faire la somme des résultats Ah, obtenus. ok, d'accord. Donc ça, c'est les résultats possibles. Il y a combien de résultats possibles? 16. Voilà, il faut pas les compter comme ça. Vous dites, j'ai combien de choix pour le premier dé? 4. Et combien pour le deuxième dé? 4. 4 fois 4, 16. D'accord? Il y a 16 résultats possibles. Et on me demande la probabilité d'amener quoi? Un résultat comment? De trouver un résultat comment? Pair. Est-ce que ça va? Probabilité que le résultat soit pair. Le dénominateur, c'est combien? C'est 16. Pas pair, multiple de 3. Pardon, multiple de 3, d'accord? Multiple de 3. Résultat, multiple de 3. Hein? Probabilité d'avoir un multiple de 3. D'accord? Probabilité d'avoir un multiple de 3. D'accord? Il y a combien de multiples de 3? Est-ce que 3 est un multiple de 3? Ben oui. 3 fois 1, 3. Il y a 3 après. Il y a encore 3. Oui? Il y a 6. Oui? Il y a 6. Il y a 6. Ça fait combien de résultats possibles? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Probabilité d'avoir un multiple de 3, 5 sur 16. D'accord? Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat pair? Probabilité d'obtenir un résultat pair. 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr, dans 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? J'ai autant de résultats pairs que de résultats impairs. Donc la logique, la probabilité d'obtenir un résultat pair, c'est forcément 0,5. Et si vous détaillez, ça fait bien 8 sur 16. Et pourquoi 8? Parce que les résultats pairs pour le premier dé, c'est 2 et 4, ça fait 2 choix. Et pour le... qu'est-ce que je dis? Pourquoi je dis 8?
Oui, attention, parce que dans les deux sens. Il y a donc bien, il y a 8, pourquoi? Parce que 2 et 2. D'accord? Donc il y a forcément autant de résultats pairs que de résultats comment? Impairs. Par conséquent, la probabilité que la somme soit paire, c'est bien sûr 8 sur 16. Vous comprenez? Puisqu'on peut avoir 2, 2, on peut avoir 2, 2, on peut avoir 2, 4, mais on peut avoir 4, 2, d'accord? Donc vous avez 2 fois 2, mais il faut multiplier ça par 2, ça fait 8. Parce qu'on peut avoir dans l'autre sens. Ok? Tout le monde a compris? Alors, admettons que je lance 3 fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. C'est-à-dire, j'ai autant de chances d'avoir pile que d'avoir face. Autrement dit, la probabilité d'avoir pile plus la probabilité d'avoir face égale à 1. Comme les deux probabilités sont égales, P plus P, ça fait 1. Donc 2P égale 1, donc petit p égale à 1 sur 2. D'accord? Je la lance 3 fois. Et admettons qu'on me demande calculer la probabilité d'avoir 3 fois face. Quelle est la probabilité d'avoir 2 fois pile, etc. Voilà comment je vais m'y prendre. Il y a plusieurs façons. Je vais d'abord introduire la notion d'arbre pondéré. Regardez bien. Je lance ma pièce de monnaie une première fois. D'accord? Donc, je la lance une première fois. Soit j'obtiens face, soit j'obtiens pile. Vous me suivez? Je la lance une deuxième fois. Soit j'obtiens face, soit j'obtiens pile. Donc si j'ai obtenu pile au premier, je peux obtenir quoi au second? Face ou pile. Vous me suivez jusque-là? Là, c'est mon premier lancer, là, c'est mon deuxième. J'en effectue 3. Donc mon troisième lancer peut générer soit un face, soit pile. Là, j'ai pile, je peux avoir soit face, soit pile. Là, j'ai face, je peux avoir soit face, soit pile. Et enfin, je peux avoir soit face, soit pile. Donc là, quand je lis mon résultat, ici, qu'est-ce que j'ai obtenu à la fin? J'ai obtenu ici face, face, face. D'accord? J'ai obtenu 3 fois face. Là, j'ai obtenu face, face et pile. Là, j'ai obtenu face, pile et face. Ensuite, face, pile et pile. Ensuite, pile, face, face. Pile, face, pile. Enfin, pile, pile, face. Et pile, pile, pile. Ma question était la suivante. D'abord, quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois face? Alors, première chose, première démarche. Regardez bien, première démarche. Je dis, j'ai combien de choix pour le premier lancer? 2 choix. J'ai 2 choix pour le premier lancer. Le premier lancer étant fait, j'ai 2 choix pour le second. Vous voyez, chaque choix se subdivise en 2. Et combien pour le troisième? Encore 2 choix. Ça me fait au total combien de résultats possibles? Vous êtes d'accord? 2, 4, 6, 8. 2 fois 2 fois 2. Oui ou non? Donc il y a le cardinal de oméga, c'est combien? C'est 8. Moi, je veux calculer la probabilité d'avoir combien de faces? Je l'écris ici. Probabilité d'avoir quoi? 3 faces. C'est-à-dire face, face, face. Est-ce que vous me suivez? J'ai combien de résultats qui me donnent face, face, face? Un seul. Donc ça fait 1 sur 8. Oui ou non?
Maintenant, je vous pose la question. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 piles? 1 sur 8, oui ou non? Attention, quelle est la probabilité d'obtenir, attention, je l'écris comme ça, 2 faces. 2 faces. Il y a combien de résultats qui débouchent sur 2 faces? Est-ce que ce résultat-là, est-ce que celui-ci convient? Ça fait bien 1, d'accord? Après, 2. Après, est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Il est là. Est-ce qu'il y en a un autre? C'est tout. Et ça fait donc combien? 3 sur 8. Est-ce que ça va? Maintenant, je vais vous montrer un calcul fait autrement. J'ai lancé ma pièce de monnaie. Elle est équilibrée. Ça veut dire que la probabilité d'avoir face est de 1,5. 0,5. La probabilité d'avoir pile est de combien? 1,5. Vous me suivez ou pas? Et là, ça fait encore combien? C'est la même pièce. C'est toujours la même pièce, n'est-ce pas? C'est toujours la même pièce puisqu'elle est équilibrée. J'ai 1,5 à chaque fois. Est-ce que ça va? Un demi partout. Maintenant, je vous explique. Lorsque vous avez un arbre pondéré, voilà ce qu'il faut retenir. Lorsque vous avez un arbre pondéré, c'est-à-dire un arbre dans lequel, sur chaque branche, vous avez une probabilité. Et vous voulez calculer, par exemple, cette probabilité-là. Regardez bien. Vous voulez calculer cette probabilité-là. Et bien, pour trouver cette probabilité-là, vous faites le produit, de toutes les probabilités sur le chemin. Pour aller, en partant de là, pour arriver là, qu'est-ce que vous faites? Regardez ce que vous faites. Vous faites ça, et vous faites ça. Et bien, le résultat, ça va être quoi? Ça va être 1,5 que multiplie 1,5, pas plus, c'est multiplier 1,5 fois 1,5 que multiplier encore combien? 1,5. Et vous retrouvez bien aussi combien? 1,5 fois 1,5 fois 1,5, ça fait bien 1/8. Et vous retrouvez le 1/8 qui est là. 1,5 fois 1,5 fois 1,5, ça fait 1/8. Maintenant, si je vous calcule la probabilité d'avoir combien de faces? 2 faces. Je vais d'abord calculer celui-ci. On a trouvé combien ici? 1/8. C'est logique. Puisque c'est 1,5 fois 1,5 fois 1,5, ça fait 1/8. Et pour celui-ci, ça fait combien encore? 1/8. Et pour celui-ci, ça fait combien? 1/8. Avoir 2 faces, c'est 1/8 plus 1/8 plus 1/8, ça fait combien? 3/8. Est-ce que c'est bon? D'accord? Alors, si vous m'accordez encore... vous voulez prendre ça? Et je vais continuer. Alors, on va prendre un premier exemple. Admettons qu'on prenne un certain article tiré d'un échantillon, d'accord? Et l'article peut présenter 2 types de défauts, le défaut A ou le défaut B, d'accord? Et cette situation-là, elle est matérialisée par l'arbre que je vais indiquer au tableau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arbre, il sera comme ça. J'ai l'article, soit il a le défaut A, soit il n'a pas le défaut A, d'accord? Il a le défaut A, il n'a pas le défaut A. L'article, il a le défaut A, il peut aussi avoir le défaut B, ou ne pas avoir le défaut B, d'accord? Et l'article, il peut avoir le défaut B, ou ne pas avoir le défaut B. Et l'arbre, je l'indique ainsi. Là, je mets par exemple 0,08. Et là, je mets 0,1. D'accord? Et là, je mets 0,3. D'accord? Vous êtes d'accord que je peux compléter cet arbre? Quelle valeur je mets ici? 0,02. Non, tu fais mal le calcul. 0,08. Tu fais mal le calcul.
Moi je dirais 0,92. Ah, non, c'est le... Et oui, parce que la somme des probabilités sur chacune c'est toujours 1. Ah oui, c'est vrai. Ça plus ça fait 1. Donc si c'est là, c'est 8%. Oui. Là, c'est 92%. Donc ici, c'est 0,92. Vous me suivez ou pas? Puisque 0,92 plus 0,08, ça fait 1. Donc là, j'ai 0,1. Là, j'aurai forcément combien? 0,9. Zéro. C'est bon? Et là, j'ai 0,3. Là, j'aurai combien? 0,7. 0,7. Vous avez compris? Donc la question que je vous pose maintenant, donc A, c'est avoir le défaut A. Et B, c'est avoir le défaut B. Question. Quelle est la probabilité que l'article ait le défaut A et le défaut B? C'est-à-dire, quelle est la probabilité que l'article ait les deux défauts? Vous me suivez ou pas? Probabilité qu'il ait les deux défauts. D'abord, comment je traduis les deux défauts? Les deux défauts s'écrit probabilité d'avoir le défaut A et, très bien, le défaut B. Est-ce que c'est bon? La probabilité que l'article ait le défaut A et le défaut B se lit ici. Est-ce que ça va? Pour trouver cette valeur-là, je fais le produit des probabilités sur le chemin. Donc la probabilité de A inter B, si je regarde mon arbre, ça fera combien? 0,08 que multiplie combien? 0, combien? 1. Et ça fait combien? 0,008. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la probabilité que l'article ait les deux défauts. C'est cette probabilité-là que multiplie cette probabilité-là. Est-ce que ça va? Multiplier. Multiplier. Maintenant, je vous pose la question. Quelle est la probabilité que l'article n'ait aucun défaut? Comment j'écris? Aucun défaut. J'écris P de quoi? A bar, inter, B bar. Où je me place pour aucun défaut? Je me place ici. Est-ce que ça va? Donc, aucun défaut, c'est quoi? C'est la probabilité de A bar, inter, B bar. Oui ou non? Et comment je gagne cette probabilité-là? Je fais quoi? 0,92 que multiplie combien? 0,7. Si vous pouvez mettre aucun défaut. Aucun défaut. Pour trouver cette probabilité-là, je fais le produit des probabilités sur le chemin. C'est ça la règle. Et le B bar, il y a 0,9 en haut. Non, Ah non, mais je veux les deux défauts. Les deux défauts, c'est ici. Pour arriver là, je fais ça que multiplie ça. Est-ce que c'est bon? Vous comprenez? Probabilité que l'article ait les deux défauts, qu'il n'ait aucun défaut, c'est P2, c'est cette valeur-là, que multiplie cette valeur-là. Je fais le produit des probabilités. Alors, quand vous regardez l'arbre qui est là, quand vous regardez cet arbre, vous êtes d'accord que la probabilité que l'article ait le défaut A est de 0,08. Vous me suivez? La probabilité que l'article n'ait pas le défaut A est de 0,92. La question maintenant que je vous pose, et je vais m'arrêter là, quelle est d'après vous la probabilité que l'article ait le défaut B? Comment je calcule la probabilité que l'article ait le défaut B? Juste, monsieur, juste avant ça. Bien sûr. Quand on fait le résultat de 0,92 fois 0,7. Ça fait combien, oui? 0,644, on arrondit à chaque fois. Non, non, donne-moi la valeur. 0,6. Attendez. 0,644. Voilà, 0,6. 600, voilà, il faut donner la valeur exacte. Oui, là, il n'y a pas de problème puisqu'il y a une suite décimale, donc vous donnez la valeur. Maintenant, ma question pour finir, comment je fais pour trouver, ça c'est très important, comment je fais pour trouver la probabilité que l'article présente le défaut B? Et ça, je vais vous l'expliquer si vous permettez, à moins que vous ayez une réponse. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le défaut B? Écoutez-moi bien. Est-ce que vous avez compris que avoir le défaut B, c'est avoir le défaut B et le défaut A, ou ne pas avoir le défaut A et avoir le défaut B? Oui, je répète. Avoir le défaut B, c'est avoir le défaut A et le défaut B, ou avoir le défaut B et pas le défaut A. Donc si je mets des croix
je mets des croix pour avoir le défaut B. Est-ce que là j'ai le défaut B? Non. Bah si, Oui. bah oui j'ai le B. Oui. A et B. J'ai dit probabilité que l'article ait le défaut B. Est-ce que là il a le défaut B? Oui, parce qu'il y a ici, il y a bien P de A inter B. J'ai bien le défaut B. Ici, est-ce que j'ai le défaut B? Non. Non, parce qu'il y a B bar. Ici, est-ce que j'ai le défaut B? Oui. Donc ça s'écrit comment? P de combien? A bar inter B. Oui ou non? Est-ce que là j'ai le défaut B? Non. Donc si je veux calculer la probabilité d'avoir le défaut B, il faut bien que vous me disiez si vous avez compris. Pour arriver à B, je peux arriver à B de deux façons. Soit par ce chemin-là, ou par ce chemin-là. Oui ou non? Donc la probabilité d'avoir le défaut B, c'est combien? C'est 0,08 que multiplie combien? 0,1 pour arriver là. Plus, parce que c'est où? Donc plus quoi? A. 0,92 que multiplie combien? 0,3. Est-ce que ça va? Pour arriver ici, il faut faire ça fois ça. Pour arriver ici, il faut faire ça fois ça. Mais arriver là ou là, c'est avoir le défaut B. Donc je fais la somme des deux. Vous comprenez le raisonnement? J'ai compris le raisonnement. En fait, moi, je veux juste comprendre d'où sort la règle de P à inter B, que c'est 0,08 fois 0,1. C'est ce que j'ai expliqué précédemment. Quand tu as un arbre de probabilité, quand tu te places ici, tu fais toujours le produit des probabilités sur le chemin pour y arriver. C'est ça la règle. C'est la règle. Voilà. Et c'est A, c'est P de A inter B, ça c'est la règle aussi que voilà, c'est le produit. Quand tu as un arbre, tu veux calculer, cette probabilité-là, celle-ci. Oui. Eh ben, tu fais ça fois ça. D'accord. Tu veux calculer cette probabilité-là, ben, tu fais ça fois ça. C'est clair? Et ça donne, voilà, par exemple. Ça donne la probabilité qui est là. Voilà. Voilà. Donc ici, tu calcules. L'intersection des. Après, si tu veux calculer cette probabilité-là, tu fais P de, pour trouver P de A bar inter B bar, tu fais 0,92. Oui, ça j'ai compris. Voilà, ben c'est tout. Alors pour trouver P de B, pour trouver B, pour avoir l'événement B, je l'écris ici. L'événement B c'est quoi? C'est avoir le défaut A et le défaut B, ou ne pas avoir le défaut A et avoir le défaut B. Voilà l'événement B. Donc c'est P de celui-ci plus P de celui-ci. Donc c'est cette valeur-là plus cette valeur-là, mais cette valeur-là, encore une fois, c'est ça fois ça. Et cette valeur-là, c'est ça fois ça. Et combien ça fait au final? Pour ceux qui l'ont calculé. Réponse ici, donc 0,284. Autrement dit, la probabilité que l'article présente le défaut B est égale à 0,284. Ainsi s'achève donc la séance sur l'essentiel en probabilité. Bien entendu, ce n'est qu'une partie de ce qui nous attend, donc, mais pour les notions de base, c'est ce qu'il fallait savoir. Alors après, on abordera tout ce qui est événements indépendants. Donc ici, comme on le voit, l'événement B, A et B ne sont pas indépendants, puisque ici, pour que deux événements soient indépendants, très rapidement, il faut que la probabilité de B, sachant que j'ai A, soit la même. C'est-à-dire que là j'ai 0,1, là j'ai 0,1. Et là j'ai 0,3. Ça veut dire qu'il n'y a pas indépendance. Tout dépend de ce que j'ai avant. Vous voyez? Donc si la probabilité qui est là et la probabilité qui est là n'est pas la même, alors les événements ne sont pas indépendants. Mais ça, c'est un prochain cours. D'accord? Voilà. Je vous dis donc bon week-end, puisque on est vendredi, on est mercredi. Attention, on est mercredi, je confonds, c'est parce que c'est moi qui vais aller en week-end. Donc on est mercredi, rappelez-moi le 18. Non, aujourd'hui, on est mercredi 18 juillet 2018, et on se retrouve lundi, je ne sais pas quand, lundi 20, ou 21 ou 22. Allez, tenez bon.